Alors, on m'a posé la question, pourquoi, Diane, est-ce que tu utilises du jeu de rôle dans tes processus d'apprentissage pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes d'ailleurs? Et pourquoi est-ce que tu utilises donc les techniques de jeu de rôle dans tes processus d'accompagnement à la personne, d'accompagnement au développement personnel? Est-ce que tu penses que ça ne tue pas l'esprit du jeu de rôle? Est-ce que tu penses que ça serait pas un peu maquiller les soins, etc. Moi, je suis pas là-dedans. C'est-à-dire que je suis pas dans je veux protéger tel outil ou telle notion philosophique ou je sais pas quoi. Je pars du principe que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et si ça marche pas, bah on passe à autre chose. Et puis c'est que ça n'a pas marché. Et puis c'est pas grave. Hein. On a le droit de faire des tests et des expériences. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le jeu de rôle? Déjà, premièrement, parce que pour moi, ça m'a sauvé la vie personnellement. C'est-à-dire que quand j'étais enfant et ado, j'étais tout le temps dans la lune. Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la lune. Et on n'arrêtait pas de me dire concentre-toi, tu manques de rigueur, fais attention, fais des efforts, regarde lui, il y arrive bien, donc si lui il y arrive, toi tu peux y arriver et tout ça. J'appelle ça des injonctions et de la violence. Parce que quand t'as 6 ans et qu'on te dit ça, t'as l'impression que tu es une mauvaise personne. Ça te crée de la phobie scolaire, ça te crée des angoisses. Et à la fin, tu peux être même en dépression. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais déjà, je suis très bien dans la lune, donc déjà, voilà. Et si on me force à faire des choses qui m'intéressent pas, ben, c'est pas étonnant que je décroche, en fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, est-ce que c'est vraiment moi la fautive? Mais j'avais pas cette clarté d'esprit à l'époque, hein, quand on est jeune. Et puis après, à l'adolescence, j'ai connu le jeu de rôle. Donc là, j'en arrive au sujet principal, donc le jeu de rôle. Ben, quand j'ai été invitée à une table de jeu de rôle, les gens, ils m'ont pas dit concentre-toi, fais des efforts, tu vois pas, lui, il arrive bien et toi, tu arrives pas. Ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit lâche-toi, laisse-toi aller, laisse aller ton imagination divaguer. Parce que sinon, l'inspiration créative de l'univers ne va pas venir à toi et tu vas avoir ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Le syndrome de la feuille blanche, c'est quand il y a quelqu'un qui est devant une table, devant un projet, devant des gens, et qu'on lui dit bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu fais? Et qui te regarde en disant bah je sais pas, bah je sais pas, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi ce que j'ai à faire. Bah ça, c'est le contraire de l'intuition. Ça, c'est justement à la fin, on sait plus du tout ce qu'on veut, ce qu'on aime, on est perdu en fait. Et le jeu de rôle, moi, ça m'a sorti de ça. Ce que je voulais aussi mettre en lumière aujourd'hui, c'est quand on sait plus du tout où on est perdu, c'est parce que notre mental, il a voulu trop nous protéger. C'est-à-dire que si quand on ressent des émotions négatives ou qu'on souffre, eh bien, on nous dit fais des efforts, concentre-toi, bah à la fin, on met le mental en avant parce que lui, il sait ce qu'il a à faire parce qu'il peut planifier en fait. Le mental, il sait planifier. Le mental, il sait faire de la stratégie et vous aurez remarqué peut-être dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont peut-être hypersensibles, qui sont peut-être voilà, un peu fragilisées émotionnellement et du coup qui misent tout sur le cérébral. Parce que, bah, on peut pas leur reprocher de ça, hein. Au contraire, on devrait les féliciter en disant, bah, bravo parce que t'as su te protéger en fait. Mais aujourd'hui, maintenant, t'as plus besoin de te protéger. T'en as plus besoin. Parce qu'on va arrêter de t'agresser, donc si on arrête de t'agresser, t'as plus besoin de te protéger en fait. Donc c'est pas tellement à la personne de se changer pour les autres, mais c'est aux autres aussi de s'adapter un petit peu à la personne et de respecter les différences. Donc j'avais envie de dire ça. C'est important pour moi de dire ça. Donc pour revenir au jeu de rôle, le principe là, du jeu de rôle que je propose aujourd'hui, qui est vraiment de l'accompagnement à la personne dans le sens de son développement personnel, en fait, de son voyage intérieur au fond de lui, pour qu'il retrouve ce petit enfant intérieur qui, lui, n'arrive pas forcément à se concentrer, etc. Ou qui n'arrive pas, ou qui ne fait pas, qui ne sait pas bien faire ce qu'on lui demande, parce qu'en fait, lui, il a rien demandé, donc voilà. Il a juste envie de vivre et d'être. Il n'a pas forcément envie de faire, d'être productif ou d'être efficient ou d'être efficace ou d'être performant. Il n'a pas envie de ça, lui. Il a juste envie de vivre, en fait, d'être. Et sans forcément faire quelque chose. Et aujourd'hui, en Occident, si on est bien, on se sent bien sans rien faire, ben on est un gros flemmard et on n'est pas utile à la société. Et je trouve ça dommage qu'on pense comme ça, parce que c'est ça qui crée de l'anxiété de l'angoisse, de la phobie scolaire, parce qu'on a l'impression que si on n'est pas tout le temps en train de faire un truc, voilà. Il y a des parents qui inondent leurs enfants d'activités extrascolaires
Alors, c'est super bien dans un sens parce que l'enfant, il découvre plein de choses, il fait plein d'expériences et tout. Mais vous devez aménager, ça c'est mon conseil, hein, vous devez aménager un moment à l'ennui où l'enfant il fait rien. Rien, vous lui demandez rien, il fait rien. Il fait rien, voilà. Parce que ça va faire revenir son imagination, ça va faire renaître son imaginaire et il va pouvoir s'intéresser à ce qu'il est vraiment. Pour ça, il faut vraiment rien faire. Il faut juste. Ou alors, vous pouvez faire de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est justement avoir une attention légère sur son corps, sa respiration, apprécier les petites choses qu'on voit, s'émerveiller d'un petit rayon de soleil, voilà, divaguer, rêver. On laisse passer ses pensées, on les observe, mais on s'arrête pas dessus. Donc ça, c'est. Et vous savez quoi? Les enfants, naturellement, ils sont super doués pour ça. Naturellement, les enfants, ils savent perdre de la pleine conscience. Naturellement, les enfants, ils savent s'émerveiller des choses. Moi, je pense que c'est eux qui devraient nous donner des cours pour se sentir bien. Bon, voilà. Parce que quand on grandit, notre mental, il nous protège tellement qu'on veut continuer à faire ce pourquoi on a été éduqué, hein. Continuer à se protéger, continuer à assurer son périmètre de sécurité, continuer à faire des stocks, continuer à plein de choses. Et on est comme des fourmis travailleuses, en fait. Mais des fois, la cigale, c'est elle qui a raison. Si vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Des fois, on a besoin de chanter tout l'été sans faire de stock. Et en hiver, moi j'ai envie de changer la fin de cette fable. Parce que, certes, la cigale, à la fin de l'été, elle a plus rien à bouffer. Mais en même temps, si elle toque à la porte de la fourmi en venant égayer son hiver, en lui faisant des belles danses et des jolis chants, la fourmi, elle passera vachement un meilleur hiver. Donc du coup, la cigale, elle peut apporter quelque chose de très bien à la fourmi, et la fourmi, elle peut apporter quelque chose de très bien à la cigale aussi, parce qu'elle peut lui apprendre aussi des choses pratico-pratiques de la vie. Mais je pense que les deux sont très importantes, et cette fable, moi, elle me dérange, parce que pour moi, la cigale, elle a un rôle vraiment bénéfique, et la fourmi aussi, elle a un rôle bénéfique, mais les deux, en fait, elles sont censées s'entendre, s'harmoniser et s'unir l'une avec l'autre. Et comme ça, elles seront toujours heureuses et elles auront toujours à manger. Donc, je pense que c'est quand même bien d'être en accord avec toutes les parties de soi et de pas refouler celles qui sont, j'allais dire dans l'oisiveté, mais c'est même pas l'oisiveté le truc, c'est de se laisser aller dans le sens où il faut pas tout le temps se mettre des missions en tête, de faire ci ou de faire ça. Des fois, il y a besoin de rien faire. Et quand on fait rien, on fait le vide. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait le vide? La clarté arrive à nous. Et là, on arrive à faire le point sur vraiment qui on est, ce dont on a besoin, ce qui nous intéresse vraiment, et ainsi de suite. Concrètement, ce jeu de rôle, comment il se passe? C'est simple, vous allez incarner en fait toutes les parties de vous-même sous différentes feuilles de personnages. Donc si vous avez des contradictions au fond de vous, par exemple l'enfant qui veut aller à l'école mais en même temps il a vraiment envie d'aller à l'école et puis quand il est devant l'école il fait une crise d'angoisse, ça veut dire qu'il a une contradiction, qu'il a une dualité au fond de lui et qu'il a besoin de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, ce n'est pas à vous de lui dire pour cette raison, c'est pas à vous, c'est à lui. Et c'est ça les outils que je propose, c'est lui donner les outils de se poser lui-même les bonnes questions et de comprendre lui-même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, et surtout d'accepter qui il est. Parce qu'il faut qu'il comprenne que il n'a pas des défauts. Les enfants, ils n'ont pas de défauts. Le défaut, ça n'existe pas, ni chez les adultes, ni les enfants. Ce ne sont pas des défauts. Les défauts, c'est une invention. Ce qu'on appelle un défaut, en fait, c'est cette volonté de vouloir protéger son espace personnel. C'est la réaction de peur c'est les mécanismes de défense. En fait, ce qu'on appelle un défaut, c'est un mécanisme de défense pour nous protéger. Donc, il fait ce qu'il peut, notre pauvre corps. Il essaie de nous protéger. Et cette angoisse scolaire, c'est notre inconscient qui essaie de nous protéger parce qu'on lui a envoyé le message que l'école, il y avait un truc qui n'allait pas dans cette expérience. Et donc, ça a fait un blocage. Donc, c'est pas un défaut, en fait, c'est une protection. Le jeu de rôle, il va faire dialoguer le gendarme intérieur, justement, avec ce petit enfant tout candide qui, lui, a envie de virevolter comme cette fameuse cigale. Donc, on va incarner ces deux personnages, et le but du jeu, c'est qu'ils s'entendent vachement bien, qu'ils soient potes, qu'ils se soutiennent l'un l'autre, et qu'ils fonctionnent tous les deux en harmonie. Ça, c'est la voie du Tao, c'est la philosophie, c'est l'école que je suis dans cette initiative, en fait, dans ce jeu de rôle. C'est que c'est de rejoindre les opposés, de les expérimenter aussi l'un et l'autre séparément, et ensuite de les unir. On fait ça dans le Qigong, on fait ça dans le Tai Chi, on fait ça dans les arts martiaux, on fait ça dans la philosophie du Zen, dans la diététique du Zen,
c'est qu'en fait, on tient compte des opposés et en fait, on les met ensemble. On les unifie. Quand on unifie des opposés, ça crée une sorte d'équilibre. Mais attention, l'équilibre, il est instable. C'est-à-dire que un équilibre figé, c'est la mort. Parce que la vie, c'est le mouvement. Il faut toujours bouger. Pas bouger dans le sens où il faut toujours s'agiter, attention. Bouger dans le sens où on sera jamais parfaitement au niveau zéro du niveau zéro, quoi. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. La vie, c'est le mouvement perpétuel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a appris à méditer ou à faire du jeu de rôle, ou etc., c'est pas un acquis. On doit continuer à l'incarner, à le travailler. Je sais plus si c'était Sadhguru ou quel yogi qui disait « Oh là là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vite, vite, il faut que j'aille méditer plusieurs heures. » Au lieu de dire « Oh là là, j'ai pas le temps de méditer, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. » Ça, c'est une erreur. C'est si vous êtes dans l'agitation et que vous avez beaucoup de choses à faire, eh ben, faut méditer autant de temps que le temps que vous êtes en train de vous agiter. Parce que c'est l'opposé qu'il faut expérimenter à chaque fois. Quand vous expérimentez vos opposés, vous vous rééquilibrez. Si par exemple vous êtes beaucoup dans le mental, ben, vous allez vous rééquilibrer en faisant quelque chose qui n'est pas mental. Ou à l'inverse, si vous n'êtes pas du tout dans le mental, ben, vous pouvez effectivement faire un petit jeu de stratégie, jouer aux échecs. Là, vous allez travailler la plasticité de votre mental et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est pas de rejeter une partie ou l'autre. C'est dans la thérapie, c'est pareil. Il faut pas rejeter les médecins, il faut pas rejeter les médicaments sous prétexte que le yoga c'est bien et le jus de légumes c'est bien. Je pense que les deux peuvent être bien, les deux peuvent être négatifs parce que si on va dans l'extrême et qu'on reste dans une extrême, ce qui est pas bien c'est les extrêmes. Si on reste dans une extrême et qu'on n'en sort jamais, bah oui, peut-être qu'effectivement là il va avoir un déséquilibre. Hein. C'est comme la personne qui dort trop ou qui boit trop d'eau. C'est pas forcément bien, et la personne qui dort pas du tout et qui boit pas du tout d'eau, bah, c'est pas bien non plus. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de connaître son équilibre. Je vais vous donner un exemple hyper bizarre, c'est le café et le tabac, à la base, ce ne sont pas des choses mauvaises, même si aujourd'hui beaucoup de naturopathes disent le café on ne devrait jamais en consommer parce qu'en fait ça agresse les intestins, et puis en plus le tabac ça provoque des cancers. Mais figurez-vous qu'en Amérique du Sud, le tabac c'est utilisé comme médicament, comme vomitif. Et ça purifie vachement le corps, ça enlève toutes les toxines, parce qu'ils l'utilisent comme vomitif. Et le café, c'est utilisé en curatif aussi. Le café, on est censé en consommer pour faire une cure. Une cure. On n'est pas censé en boire 3 fois par jour, tout le temps. Sinon, ça veut dire que vous êtes tout le temps en cure. Donc, c'est plus une cure, en fait. Ça devient une intoxication à la fin. Ça, c'était juste l'exemple de expérimenter des opposés et des extrêmes. Rien n'est mauvais dans la vie, rien n'est mal, rien n'est bien. Il y a toujours une vertu dans toute chose de la vie. Et c'est ça qu'il faut se dire aussi à l'intérieur de soi. Nos défauts sont en fait des vertus et il faut savoir les comprendre, les appréhender, les apprivoiser. Et c'est cette expérience-là que je propose dans ce jeu de rôle. Et pour vous expliquer comment fonctionne exactement ce jeu de rôle, je ferai une autre vidéo parce que là, ça fait à peu près un quart d'heure de vidéo. Donc, à bientôt dans une nouvelle vidéo.